Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes lundi 4 novembre, donc nous sommes juste avant les élections américaines, ce qui fait que nous n'allons pas en parler. On en a déjà bien parlé la semaine dernière, on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Il vient de rentrer le chien, il veut à peine ressortir 30 secondes après. Et donc je voudrais déjà commencer par parler d'autre chose. Finalement prendre un peu le contre-pied de l'actualité la plus évidente, c'est-à-dire ce qui se passe plutôt en Asie, du côté de la Chine, aussi parce que au passage vous allez aller à Hong Kong donc cette semaine. La semaine prochaine je serai à Hong Kong, donc pendant un petit moment. Donc je sais pas, ça fait un moment que vous y êtes pas allé? Oh, ça fait un grand moment que je suis pas allé à Hong Kong. Attendez, ça doit faire avant le Covid. Avant le Covid. Ah oui, ça fait un moment, ouais. Un moment que je suis pas allé. Alors je suis retourné aux États-Unis, j'ai été dans différents coins comme ça, en Angleterre et tout, mais Hong Kong, ça me ferait plaisir d'y retourner d'ailleurs, parce que après y avoir passé 10 ans, je vais voir un peu ce qui a changé, quoi. Donc c'est la première fois que vous allez voir la Chine post-Covid. Et alors, cette Chine post-Covid, elle a pas mal d'actualités. Qui vont plutôt dans son sens d'ailleurs. Et la semaine dernière, il y avait, on en avait déjà parlé, mais on va faire un petit bilan quand même. Il y avait la 16e réunion des BRICS, donc les BRICS plus même, tenue à Kazan en Russie. Donc ça a une portée aussi un petit peu symbolique liée à ça. Donc déjà les points importants, c'est le fait que ce soit passé en Russie, parce que c'est la Russie actuellement qui a la présidence des BRICS, de la même manière qu'il y a une présidence de l'Union européenne qui change tous les 6 mois. Là c'est pareil. Il y a eu un assez gros élargissement du groupe qui aujourd'hui représente 45% de la population mondiale quand même et 30% du PIB mondial. Ça commence à peser quand même, hein, ce truc. À mon avis, c'est plus. Je sais pas, il me semblait que c'était 45% de la population mondiale. Peut-être que c'était juste avant l'élargissement. Faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, parce c'est que au déjà, moins 45%. Ça doit pas être en parité des pouvoirs d'achat, ça doit être en PIB nominal, parce que si vous avez la Chine, l'Inde, etc., vous devez être à 60% du PIB mondial. Ah oui, rien en que ça. Volume, quoi. Ouais. Non, c'est en oui, c'est pas en parité. Ça me paraît pas assez, parce que ça me paraît pas assez. C'est pas en parité de pouvoir d'achat, non, ça c'est sûr. Et donc, un des grands enjeux, même je pense le grand enjeu de cette réunion, c'était d'avoir un renforcement de la coopération économique avec un système de paiement alternatif à SWIFT. Oui. Et donc, on en a entendu parler. Alors certains disaient, et vous étiez en désaccord avec eux, et vous avez eu raison, qu'il allait avoir une nouvelle monnaie des BRICS, soit une monnaie spécifique, soit le yuan qui deviendrait la monnaie de référence. Ce n'est pas le cas. En revanche, ils ont sorti donc le système BRICS Pay. Donc ils sont pas cassés la tête sur le nom. Donc BRICS Pay, système de paiement alternatif à SWIFT, afin de se débarrasser de la dépendance de ces pays vis-à-vis du dollar. Donc c'est un système de paiement transfrontalier conçu pour faciliter les transactions avec les monnaies nationales. Et d'ailleurs, c'est un système technologiquement assez avancé parce qu'il s'appuie sur la blockchain. Oui. Donc c'est assez intéressant. Ça montre aussi que maintenant des États sont capables d'adopter ce genre de technologies qui viennent plutôt de manière décentralisée. Et qui sont difficiles à frauder, oui. Et qui sont difficiles à frauder, absolument. Et alors, il y a quelques absences physiques qui se sont faites remarquer, comme celle de Lula ou de Javier Milei, qui a pas voulu venir physiquement en Russie. Il y a alors je crois que c'est le Modi qui était en visioconférence aussi, donc il était avec eux mais pas physiquement, parce que peut-être soit ils avaient autre chose à faire, soit peut-être la symbolique d'aller en Russie en ce moment, et ils voulaient peut-être pas trop en faire trop de zèle, peut-être, parce qu'il faut se rappeler que ce sont des pays qui, même s'ils ont bien sûr envie de faire du commerce avec la Chine, avec la Russie, ils ont pas non plus envie de se mettre à dos les pays occidentaux. Ils ont quand même envie de faire du commerce avec nous. Ça n'empêche pas l'Inde d'acheter tout le pétrole qu'elle peut à la Russie. Ah oui, bien sûr. Mais justement, ils veulent faire les deux. Ils veulent pas se couper de l'un ou de l'autre, comme le Brésil d'ailleurs, ou l'Argentine. Et alors vous, quel bilan vous faites de cette réunion des BRICS? Écoutez, la réunion des BRICS, c'est intéressant. Mais la vraie question, il faut répondre à un certain nombre de questions quand vous vous intéressez au système des paiements internationaux. La première, c'est comment vous fixez le prix du temps. C'est-à-dire, je m'explique,
pour que le capitalisme fonctionne, il faut qu'on ait un prix du temps, c'est-à-dire des taux d'intérêt à long terme. Et ces taux d'intérêt à long terme, dans le système actuel, enfin le système du dollar, c'était fixé par les États-Unis, qui était on appelait le placement sans risque, le 10 ans américain, l'obligation à 10 ans américaine. Depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, l'obligation chinoise a de bien meilleurs résultats, même exprimés en dollars, que l'obligation américaine, et avec une volatilité exprimée en dollars plus faible que l'obligation américaine. Donc il est tout à fait évident que dans les systèmes des BRICS, le pays qui va déterminer le prix du temps, c'est-à-dire le taux d'intérêt à long terme sur lequel les autres vont se brancher, ce sera la Chine. Donc ça, c'est déjà un élément très important pour la Chine. Ce qui veut dire que si, par exemple, la Russie ou l'Inde émettent des obligations à long terme, ils émettront des obligations au taux chinois, plus quelque chose. Ouais. Plus quelque chose. Bon. Ça veut dire aussi que le marché obligataire chinois deviendra sans doute le fournisseur de capitaux à long terme pour tous les pays qui ont besoin de faire des investissements à long terme, comme des routes, des hôpitaux, des barrages, etc. Bon. C'est extrêmement important parce que la Chine a aussi des réserves d'épargne importantes qu'elle peut investir chez les autres et les capacités de bâtir ces choses-là. Donc, ça me paraît ça. Le temps, à peu près certainement, va être dominé par la Chine. Les taux à long terme en Chine aujourd'hui sont à peu près à 2%. C'est-à-dire qu'ils sont assez bas, mais en même temps, comme ils n'ont qu'une inflation, c'est très bien. Bien, ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses que doit faire un système de paiement internationaux, c'est de solder, comment on solde et avec quoi ceux qui ont des déficits et ceux qui ont des excédents. Ouais. Et ben, il faut que, c'est comme quand vous faites une transaction, vous avez quelque chose que vous donnez, et puis vous prenez en échange le produit, mais ce quelque chose, ça va être quoi? Alors, jusqu'ici, c'était le dollar, beaucoup. Et en ce qui concerne les biens capitaux, comme l'Allemagne était le pays le plus important dans la production de biens d'investissement, c'était l'euro. Donc, pour le pétrole, c'était le dollar, et pour les biens capitaux, c'était l'euro. Mais aujourd'hui, on peut acheter du pétrole dans sa monnaie nationale, donc le dollar ne sert plus à rien. Et aujourd'hui, la Chine est un beaucoup plus important producteur de biens capitaux que l'Allemagne. Donc la quasi-totalité des banques centrales aujourd'hui ont des réserves de change qui, un petit peu de façon schématique, sont organisées à 60% en dollars et 40% en euros. C'est à peu près comme ça que tout le monde avait ses réserves de change, parce que c'était normal. Mais si le dollar ne sert plus à rien et si l'euro ne sert plus à rien, vous demandez bien pourquoi ça devrait être 60-40. Et moi, il y a 2-3 ans, j'avais dit aux gens, non, il faut que ça devienne 60% en yuan et 40% en or, les réserves de change. Et si vous aviez fait ça il y a 2 ou 3 ans, vos réserves de change aujourd'hui auraient doublé par rapport à ce qu'elles seraient si vous étiez resté sur la Vienne en valeur, sur l'ancienne. Donc ça veut dire que le premier problème qu'on a dans le monde, ça n'a rien à voir avec les BRICS, ces réserves de change en dollars et en euros, qui ne servent plus à rien. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Personne dans la Madrid, c'est quand même plus de 5 000 milliards de dollars. Quoi. C'est beaucoup de pognon. Vous avez un pognon qui a été mis de côté par des pays dans des monnaies qui sont démonétisées ou qui vont l'être. Oui. Donc 5 000 milliards, c'est quand même... c'est beaucoup, quoi. C'est quand même... c'est conséquent, oui. C'est quand même près de 2 fois le PIB français, presque. Quoi. Donc, le premier problème, si les BRICS trouvent une solution pour régler les problèmes, les soldes entre eux, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ces 5 000 milliards de dollars dont personne ne parle, mais qui sont là un petit peu comme la corde dans la maison du pendule. Qu'est-ce qu'on en fait?
Ça, c'est très embêtant. Bah, en général, quand vous avez une monnaie comme ça, que vous pensez qu'elle va se déprécier, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous en débarrasser. Ben vous essayez, c'est le principe de la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire qu'il faut essayer de leur filer. Tiens, si je te payais les importations en dollars, puis ça sort ton problème de te débarrasser du dollar après. Donc, alors s'il y a ça, ou bien alors vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'acheter de l'or avec vos dollars en disant, ça vaudra toujours quelque chose. Bien sûr. Ou alors la troisième chose, c'est que vous pouvez essayer d'acheter du yuan avec, en vous disant, moi, ça, je pourrais acheter quelque chose avec. Ou alors vous achetez des Amazon et des Microsoft en bourse. Ah oui. Vous ramenez le pognon aux États-Unis et vous laissez les Américains s'en débarrasser, quoi. Ouais. Donc, il faut bien se rendre compte que les flux financiers dans les années qui viennent vont être déterminés au moins autant par la nouvelle façon dont les BRICS vont régler leurs problèmes entre eux, et par la façon dont tout le monde va essayer de se débarrasser de ces 5 000 milliards dont personne ne veut, quoi. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que tout le monde parle des BRICS, et personne parle de ces 5 000 milliards de dollars dont personne ne veut, quoi. Certes, oui. Et encore, on parle assez peu des BRICS finalement, parce que là en ce moment, bon, peut-être qu'il y a un effet double. Forcément, l'actualité aux États-Unis, elle est vraiment très brûlante. Oui, bien sûr, il y a les élections là. Oui, évidemment, donc c'est normal qu'on en parle davantage. Mais les médias français en ont quand même très très peu parlé. Ils sont assez nuls à l'international de manière générale. Et en économie, n'en parlons pas. Et puis je pense qu'il y avait une volonté un peu de ne pas parler de cet événement parce que ça se passe en Russie, parce que on préfère pas voir ce qui se passe de ce côté du monde parce que ça nous intéresse pas fondamentalement. Sauf que si on rate ce qui se passe là-dedans, en fait, on va pas comprendre l'état du monde dans 5 à 10 ans, quoi. Bah surtout, on n'en sera pas partie. Oui, déjà, on n'en fera pas partie. Mais on n'en fera pas partie, donc on va essayer de ne pas parler des choses qui nous gênent, mais de temps en temps, les faits ont cette capacité à revenir sur le devant de la scène, quand bien même on n'a pas envie d'en parler, ce qui est terrible. Bon, donc la première des choses qu'il fallait dire, c'est que le système précédent était fondé sur le dollar et l'euro, et que le système suivant ne le sera pas, quoi. Ça, c'est à peu près certain. Surtout si vous regardez l'Asie aujourd'hui, on vous a montré les cartes souvent, vous savez, les cartes autour de Hong Kong, avec cette zone extraordinairement développée, dans laquelle il y a la moitié de la population mondiale, et qui a un taux de croissance de 3 ou 4 fois supérieur à celui qui se passe ailleurs. Donc, et puis, on a beaucoup parlé aussi de la masse asiatique au nord de l'Himalaya, qui va servir de réserve de matières premières. Donc, tous les investissements qui vont être faits, qui commencent à être faits, mais dans les 20 ans qui viennent, ça va être de communiquer entre cette immense réserve de population et de richesse et les matières premières qui sont plus haut et qui sont loin. Donc, on va bâtir d'immenses routes, d'immenses canaux, tout ce qu'il faut, des aéroports, tout ce que vous voulez. Ce qui va être un développement absolument gigantesque, et pour la première fois depuis très très longtemps, cette communication va entraîner des investissements gigantesques, mais ça n'utilisera pas le dollar. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on va avoir la quasi-totalité des dépenses d'investissement, d'infrastructures, etc., qui vont être faites en monnaie locale. Dans les monnaies du coin. Ouais. Et déjà, c'est un recul pour le dollar inouï, parce que tous les autres développements, c'était toujours fait. Bien sûr, la même chose faite ne serait-ce qu'il y a 10 ans, ça aurait été financé en dollars. Ça aurait été financé en dollars, parce que là, ça ne le sera pas. Ouais. Donc, ça devient intéressant. Et si vous réfléchissez un petit peu plus, toujours dans cette histoire de paiement, vous dites, ces pays qui étaient là, vous savez, ceux qui étaient autour de Hong Kong, là, mettons, ils avaient des excédents d'épargne importants. Et ils les investissaient en dollars et en euros. Parce que pour le pétrole, bref, et puis parce que, voilà, il fallait avoir des réserves de change importantes. Oui, voilà. Parce que sinon, le FMI arrivait et après, on avait les ridicules. Donc, ils ont tout fait pour jamais que leur FMI revienne. Donc, comme eux, ils mettaient leur épargne chez nous, les taux d'intérêt chez nous étaient plus bas qu'ils auraient dû être. Et comme ils ne la mettaient pas chez eux, les taux d'intérêt étaient plus hauts qu'ils auraient dû être. Mais maintenant, s'ils la mettent chez eux, pour développer cette immense zone, ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas le choix. Oui.
ça veut dire qu'ils les mettront plus chez nous. Ouais. Et donc, ça veut dire que les taux d'intérêt réels vont beaucoup monter en Europe et aux États-Unis, après inflation. Or, nos systèmes sociaux, nos systèmes politiques, nos systèmes budgétaires, et la France en est un exemple parfait, ne peuvent pas supporter une hausse des taux réels. Mmh. Ça veut dire que le développement de ça entraîne la faillite de la France. Oui. Puisque si les taux d'intérêt passent à 3% réels, comme on croit de 1% par an, on est cuit. Oui. Avec on a un déficit primaire, on a une dette pas possible, donc on est cuit. Justement, donc je voudrais en parler. C'est la possibilité, même la probabilité assez forte d'une récession qui arrive en France. Oui, il y a déjà. Et alors, déjà dans un premier temps, je voulais vous demander comment on mesure une récession, parce que il y a la croissance du PIB. On est tous d'accord que voilà, si le PIB décroît, c'est qu'on est en récession. Il faudrait, soi-disant, 2 trimestres de suite. Voilà. Le premier critère, souvent, vous le voyez en premier, c'est la baisse des recettes fiscales. Ouais. Et là, ils cherchent 100 milliards partout. Les 100 milliards, je peux vous dire, ils sont dans le fait que si les gens ont la trouille, ils consomment moins, la TVA baisse. Comme ils consomment moins, on fout des gens à la porte, le chômage augmente, donc le déficit budgétaire augmente. Donc vous voyez arriver ça dans la réalité fiscale bien avant que les économistes ne s'en rendent compte. Oui, et les gens s'appauvrissent. Absolument. Quand on augmente les impôts et qu'on a des recettes fiscales, même pas forcément moindres, mais juste égales à l'année précédente, c'est que les gens s'appauvrissent. Ils s'appauvrissent d'autant qu'on a augmenté les taxes. Mais regardez, je te dis aux gens qui nous entourent, là, qui nous écoutent, il y en a un certain nombre, j'espère. Il n'y en a pas assez d'ailleurs, mais enfin, il en faudrait plus. Mais allez dans la rue commerçante de votre ville, de votre village, de n'importe où. Vous verrez 2, 3, 4, 5, 6, 10 boutiques fermées. Il y a beaucoup de boutiques fermées en ce moment, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de faillites en France. Voilà, ça veut dire que c'est toute une désespérée. Tout ça, ça ne vit plus. Ouais. Vous avez toute une partie de l'économie, le petit commerçant moyen qui est en train de mourir. Je ne parle pas des agriculteurs, je ne parle pas des... Et donc, on voit très bien que la France est en train de s'appauvrir, mais la différence, c'est qu'autrefois, elle masquait cet appauvrissement en empruntant, à l'étranger en particulier. Mmh. Aujourd'hui, si ces gars sont en trails de prêter leur pognon à droite, ils vont pas nous le prêter. Ouais. Donc, le problème avec la France, c'est qu'on va plus pouvoir masquer l'appauvrissement par la dette. Ouais. Effectivement, c'est un de nos gros problèmes. Déjà, sur le taux de croissance. Alors, le taux de croissance, prétendument en 2023, il était de 0,9%. Oui, il y a eu les Jeux Olympiques en 2024. En 2023, et en 2024, la croissance, elle était estimée à 0,8. Et alors, vraiment, je comprends pas, parce que j'ai les chiffres sous les yeux. L'INSEE et la Banque de France ont relevé cette estimation à 1,1%. Or, la croissance au 3e trimestre, donc celui avec les Jeux Olympiques, c'était 0,4%. C'est pas si énorme pour un trimestre où il y a des Jeux Olympiques quand même. Et la croissance au dernier trimestre, donc là, celui dans lequel nous sommes en ce moment, va être de 0,0%. Donc je vois pas où est-ce qu'ils vont trouver véritablement leur croissance de 1,1%. Il faudrait qu'il y ait une amélioration considérable du commerce extérieur. Ou une augmentation considérable des dépenses de l'État. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible, je crois qu'on est en train d'y arriver. Oui. Parce que sinon, je vois pas en effet très bien comment c'est possible. Mais c'est là où on se rend compte toute la nocivité du PIB, c'est que... Oui. Vous voyez que c'est une machine qui a été créée pour enfumer les citoyens, encore une fois. Ça reflète absolument rien de tangible. Non, si vous avez... si par exemple, on achète, par exemple, Boeing est en grève, donc peut-être on vend plus d'Airbus, j'en sais rien, mais de toute façon, les carnets de commandes d'Airbus sont pleins pour les 5 ans qui viennent. Mais mettons qu'on en ait livré 3 ou 4 de plus, et ça suffit à faire une différence pour... Ouais. Donc ça veut dire qu'on dit à Airbus, vous essayez de vite de livrer 3 ou 4 Airbus de plus, même s'ils ne sont pas complètement finis, parce que nous, on a besoin de 0,2% dans le PIB. Quoi. Donc tout ça, c'est des bêtises comptables, vous savez. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire que tout le monde sait en France qu'on est en train de s'appauvrir, tout le monde sait en France. Et je vous donne quelque chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils me disent que le budget qu'ils ont présenté, sur lequel tout le monde s'est déchiré, on nous a dit qu'on allait souffrir, qu'on allait voir... C'était Churchill, du sang et des larmes.
le PIB français, d'après leurs calculs, doit monter dans les 12 mois qui viennent de 1,8% nominal, c'est-à-dire avant inflation. Le PIB et le budget de l'État va augmenter de 2%. C'est-à-dire après tout ce drame, ils font encore... La croissance de l'État est encore supérieure à la croissance du PIB. C'est-à-dire que le poids de l'État dans l'économie continue à croître. Oui, tout à fait. Donc vous vous dites, mais ils sont complètement cinglés, quoi. Ils nous ont fait un drame comme si on coupait le salaire des infirmières de moitié. Oui. Et rien. En fait, rien. Ils continuent à péter dans la soie. Oui. C'est-à-dire que là, tout ce ramdam, ce n'est même pas pour faire baisser... Ils n'ont même pas commencé à traiter le problème. Oui, c'est même pas pour faire baisser les dépenses de l'État, c'est pour les faire augmenter un peu moins que ce qui était prévu. Et ils appellent ça une baisse des dépenses de l'État. Ils appellent ça une baisse des dépenses. C'est-à-dire qu'on avait prévu de dépenser, je sais pas, par exemple 2,3 ou 2,4% en plus, et au final, on va peut-être ramener à 2,1. Et on dit, voilà, faut bien serrer la ceinture, et puis on va bosser les jours fériés, et puis maintenant, vous allez bosser 50 heures par semaine parce que ça commence à bien faire, quoi. Oui, mais c'est comme si vous alliez à votre banque et vous dites, vous avez un gros déficit, un gros découvert, là, vous leur dites, ouais, mais c'est vrai qu'il augmente très vite, mais il va continuer à augmenter, mais moitié moins vite. Mais votre banque, elle va vous chasser un coup de pied dans les fesses en vous disant, on ferme votre compte et puis c'est terminé, quoi. Naturellement. Donc, l'extraordinaire, c'est que on est en faillite, puisqu'aujourd'hui, on est en déficit primaire et que la charge de la dette augmente plus vite que la croissance de la richesse, donc ça veut dire que techniquement on est en banqueroute, quoi. Il n'y a pas à chiquer. C'est une notion extrêmement importante, c'est la notion de trapadette. Trapadette dans lequel on est, il n'y a pas de doute, on est en train d'entrer dans la trapadette. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde le sait et qui continue à vivre dans cette espèce de monde du Palais Bourbon où ils s'insultent parce qu'on a mis un drapeau palestinien dans la salle ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une excellente idée de là où ils peuvent avoir un impact. Oui. S'ils peuvent avoir aucun impact, ils poussent des cris. S'ils peuvent avoir un impact, à ce moment-là, ils sont d'une prudence de serpent. Ouais, c'est extrêmement frustrant ce côté très, très théâtral, c'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont censés faire pour la nation. Et en fait, ils suivent juste une feuille de route qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est bon ou pas pour le pays, mais et ce d'absolument tous les côtés. C'est-à-dire que voilà, le NFP, eux, ils vont s'amuser à brandir des drapeaux palestiniens parce que c'est ça qui compte. Les centristes et la droite va s'amuser à dire non mais c'est quand même pas c'est pas convenable d'avoir des drapeaux palestiniens dans l'hémicycle. Mais on s'en fout. Enfin c'est pas le sujet, quoi. L'un et l'autre, mais vous êtes des pitres, quoi. Mais vous êtes des pitres. La première question, c'est dans la vie, il faut commencer par ranger sa chambre, quoi. C'est pareil. Ouais. C'est-à-dire faites ceux sur lesquels vous avez un impact. Ouais. Or, eux, ils passent leur temps à ne pas ranger leur chambre et à aller. Donc, la classe politique aujourd'hui en France, c'est pas qu'elle est décevante, c'est qu'elle est. Elle est pas là, quoi. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas pourquoi ils disent ça. Oui, elle est inexistante. Oui. C'est comme les gars en Allemagne pendant 40, là, qui étaient tous sur la route de Bordeaux. Oui, en fait, on n'a pas l'impression que ce soit véritablement une classe politique dans le sens où ce sont des gens qui ont quand même le sens de la nation, le sens de l'intérêt général, le sens du service public, de ce genre de choses. Non, on a l'impression qu'ils en ont absolument rien à faire et que eux, ils doivent juste faire les bons petits calculs pour rester le plus longtemps possible au Palais Bourbon et toucher leurs indemnités. Et ça en liaison avec la presse qui fait pas son travail d'informer, qui aussi ne parle que de la Palestine. Alors, c'est très malheureux ce qui se passe en Palestine, mais que vous voulez que j'y fasse. Par contre, peut-être ils pourraient faire quelque chose sur les déficits budgétaires, les dépenses de l'État, mais non, ils veulent pas non plus. Mais là, le truc, c'est que aussi la presse est très à gauche sur ces questions, et donc la presse, elle entend parler de plus de dettes, plus d'impôts, elle, ça lui va très très bien, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, quoi. Oui, donc on a aujourd'hui ce truc très curieux de gens dans les pays des BRICS qui essayent de préparer l'avenir pour développer les relations entre eux, les flux de capitaux, la liberté, etc. Et nous, qui sommes, vous savez, quand Constantinople est tombé en 1492, je crois, il y avait le grand sujet à Constantinople pendant qu'ils étaient en train d'être assiégés par les Turcs,
c'était des discussions sur le sexe des anges, savoir si les anges... C'est devenu une expression d'ailleurs. C'est devenu une expression si les anges avaient un sexe, si c'était des hommes ou si c'était des femelles ou masculins. Bon, ben aujourd'hui, on a des gars qui discutent du sexe des anges pendant que les Turcs sont en train de monter sur les camps. Bon, c'est bizarre. Oui. C'est ce moment-là que les civilisations s'écroulent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand les gars n'ont pas la bon sens. Quand l'écart est absolument fondamental entre ce qui compte réellement et les discussions qu'on a au Palais Bourbon ou à l'Élysée. Ou quand les soldats sont remplacés par des professeurs d'université ou d'école. C'est la mort du soldat. Si vous voulez, le soldat, c'était celui qui était sur les remparts. On n'en a plus. Mais par contre, les gars qui veulent discuter des sexes des anges, on en attend qu'on ça, on en a énormément. Et en fait, on a l'impression même que plus vous êtes élevé dans l'État, plus vous êtes loin des préoccupations réelles que ce sont celles de la France. Là, dernièrement, on avait Emmanuel Macron, par exemple, qui nous parlait d'une série Netflix, Emily in Paris, qui nous disait qu'il était inenvisageable que le personnage principal ne vive plus à Paris. Mais en fait, on est à combien de millions d'années-lumière du sujet, quoi. Et quand on l'a vu, avec les gens qui l'ont emmené à Rabat, là, c'était aussi autre chose, si vous voulez. C'était BHL, Lang, toute une série de gars. Avec la copine de BHL aussi, avec Ariel Dombal. Formidable. En quoi allait-il être... Je sais bien que BHL a appelé à Tanger, je crois, donc il est un spécialiste du Maroc, mais quand même. Mais cette espèce de monde... on se dit, ils sont arrivés là par hasard, et puis voilà. Donc, le vrai problème, c'est qu'on s'attaque pas au problème, quoi. Il y a encore dans le domaine de la sécurité, c'est évident. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui une classe politique qui est vouée à la disparition. Oui, le souci étant que, alors déjà, il faudrait la remplacer par une classe politique la plus minimaliste possible d'un point de vue des pouvoirs de l'État. On finira bien par avoir un Milei, parce que les Argentins, ils ont fait ça pendant 50 ans. Ouais. Ils se sont retrouvés quasiment les plus pauvres du monde, alors que c'était le deuxième niveau de vie du monde en 45. Et ils se sont dit, c'est peut-être le moment d'arrêter les bêtises, quoi. Oui, bien sûr. Mais encore faut-il que ce Milei arrive, qu'il ait vraiment les épaules. Parce que là, on est quand même dans une situation particulièrement... elle n'est pas abominable. Elle est, comme disait Churchill en 1940, la situation est désespérée mais non sérieuse. Donc, elle n'est pas sérieuse, la situation française. S'il y avait des gens qui avaient le courage... Dans tous les domaines, ça serait réglé en 6 mois, quoi. On sait très bien ce qu'il faut faire, on sait comment il faut le faire, on sait avec qui il faut le faire. Et pour des raisons X, Y ou Z, personne ne veut y aller. Ouais. Et c'est très curieux, cette espèce de... C'est-à-dire que moi, j'ai approché quelques hommes politiques dans ma vie, et je me suis rendu compte que tous ces hommes politiques avaient une caractéristique commune, c'est que ils croyaient à un certain nombre de choses très profondément, mais ils croyaient aussi que le peuple était incapable de les supporter. Oui. Donc, tout à fait. Ils avaient une espèce de mépris du peuple qui disait le peuple ne peut pas supporter que je prenne ces mesures, donc si je le fais, je ne serai jamais réélu. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Mme Thatcher, quand elle a fait, elle a été élue, puis réélue 2 fois. Donc, s'imaginer que le peuple est naturellement lâche, pleutre, vieux, veule, achetable, c'est ce qu'ils pensent tous. Ouais. Ils ont un mépris du peuple qui dépasse l'entendement. Oui, alors effectivement, c'est assez important parce que beaucoup de politiciens ont des bonnes idées en privé. Ils savent tous ce qu'ils veulent faire. Voilà, ils savent tous. Ils sont pas tous aussi bêtes qu'ils en ont l'air. Non. Le peuple généralement est assez d'accord avec ça. Moi, je me rends compte que même si d'un point de vue, je sais pas, journalistique, peut-être je peux être assez à droite, mais dès que je regarde des sondages sur les choses qui me sont chères, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi. À chaque fois, c'est 60, 70, 80% des Français qui sont généralement d'accord avec ce que je pense. Et il y a un miroir déformant, je ne sais pas, une loupe déformante, ils ont une mauvaise compréhension de ce que les Français pensent, de ce que les Français sont. Et de ce que les Français attendent d'eux. Ouais, ils pensent que les Français attendent d'eux, continuent à leur filer des trucs pour lesquels ils ne sont pas payés. Ouais.
Donc, ce qui est extraordinaire, moi, tous les hommes politiques que j'ai rencontrés, c'était l'extraordinaire mépris. Je disais, il faudrait faire ça, et tous, ils me disaient, mais si je fais ça, je serai jamais réélu. Ouais. Mais on leur dit, j'avais envie de leur dire, et alors, tu seras pas réélu. Ouais. Est-ce que le but dans la vie, c'est d'être élu ou de faire ce qu'il faut faire? Ouais. Et du coup, ils étaient jamais élus en plus. Oui, parce que c'est ça aussi le grand paradoxe, c'est que en fait, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument avoir une classe politique constituée de gens qui sont perçus comme n'ayant rien à perdre et qui peuvent mener une vie sans être élus ou réélus. Et c'est aussi un gros problème de notre classe politique actuelle, c'est que ce sont des gens qui, depuis leurs 20 ans, ils pensent qu'ils vont faire toute une carrière dans la politique, être élus, réélus, réélus, etc. Ce que disait Maurras, pour lequel j'ai pas une passion, à quoi songe un élu à être réélu, c'est malheureusement vrai. Voilà, et donc tout c'est le monde pour ça que la démocratie ça. directe est bien. Ouais. C'est parce que là, si on posait des questions au peuple, peut-être il répondrait les bonnes questions. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des types qui ont une carrière en dehors de la politique et qui, peut-être une fois de temps en temps, ont envie de voir le peuple pour aller se faire élire. Peut-être, autrefois, il y en avait souvent qui avaient été dans l'armée, qui avaient été militaires, etc., qui avaient eu des gens du peuple sous leurs ordres et qui avaient gardé des contacts, parce que un certain nombre de gens qui ont dirigé la France venaient du domaine militaire. Quand bien sûr. Maintenant, on n'a plus. Bien sûr. Et ça fait qu'on a un gros problème en fait de contact entre la classe politique et les Français. Et aujourd'hui, personne n'est capable de leur dire la vérité. Et d'ailleurs, j'ai pris ce graphique, je savais pas exactement quand le placer dans la vidéo, mais j'en profite. C'est un graphique qui montre, vous avez les lignes rouges en pointillé, c'est les estimations du gouvernement français par rapport au déficit, donc en pourcentage du PIB, et la ligne bleue, c'est ce qui s'est réellement passé. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez toutes les lignes rouges en pointillé, c'est quand le gouvernement a dit non mais on va réduire les déficits de tant de milliards, et puis à chaque fois, vous voyez que pas du tout. Éventuellement, vous avez une petite parenthèse entre 2011 et 2019. Mais là, vous avez une augmentation des impôts considérable. On a eu du pot, on n'a pas eu de récession pendant 4-5 ans. Oui, et puis c'était l'époque des taux à zéro aussi. C'était l'époque des taux à zéro, donc les dépenses, le déficit budgétaire a été terriblement réduit. S'endetter sans continuer à payer mais surtout la charge de la dette est passée de 80 milliards en 1990 à 30 ou 40, donc là c'est de là d'où vient la baisse. Mais vous savez, c'est la vieille plaisanterie quand vous êtes dans les marchés financiers, on vous présente des espèces de modèles qui vous permettront de gagner à tous les coups, tous mathématiques, hein. Et comme je dis toujours en rigolant, j'ai jamais rencontré une simulation, parce que c'est des simulations qui perdaient de l'argent, quoi. C'est assez rare, quoi. Le type qui arrive en disant j'ai trouvé une façon, je vais vous perdre de l'argent, ils en gagnent toujours. Puis quand on passe dans la réalité, on en gagne rarement. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que toutes les estimations de déficit budgétaire depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le début de l'euro à peu près, c'est ça, sont qu'il va être réduit incessamment et sous peu. Et chaque fois, c'est avec une augmentation des impôts. Et vous regardez ça, vous pouvez le regarder, vous le verrez, on le mettra sur votre écran là, vous voyez que, eh bien, ça n'a jamais marché. Donc, c'est vraiment la définition de la folie d'Einstein, c'est-à-dire que vous faites la même chose et vous attendez des résultats différents à chaque fois. Oui. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'ils augmentent les impôts, ils pensent que ça va diminuer le budgétaire. Ouais. Ça crée une récession, le déficit explose. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font la fois d'après? Ils augmentent les impôts. Oui. Ça crée une pan. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Rebelote. Ouais. Et le déficit budgétaire va exploser. On est aujourd'hui à 6% du PIB ou 6,3. Moi, je ferais des paris que d'ici un an, on sera à 8 ou à 9. C'est-à-dire qu'on aura la même chose. On nous a fait des défis. Et puis là, voilà la ligne bleue qui est là. Elle va maintenant aller plus bas que la ligne bleue ici. Ouais. Ouais. Donc, c'est à peu près certain, ça fait... Mais là, vous avez montré que depuis l'an 2000,
Mais ça a commencé en 70. Ah oui, j'ai pas trouvé le même graphique qui allait plus loin, malheureusement. Non, mais c'est très bien ça. Et alors ils vont voir l'Europe et ils disent, voyez, j'ai fait des efforts puisque ma petite ligne rouge. Oui. Mais la réalité. Oui, elle est intéressante celle-là parce qu'ils ont juste continué la courbe qui était qui était là et puis ils se sont dit ça va forcément continuer dans le même sens. Non. Donc. Et vous pouvez avoir la même chose. J'ai vu les mêmes courbes sur le taux d'inflation, par exemple. Le taux d'inflation, il va être plus bas dans un an. Oui. Et puis en général, jamais il va être plus élevé. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que on est gouverné par des guignols. Oui, je crois que c'est peu de le dire. C'est à peu près la seule conclusion à laquelle on peut arriver. C'est bien triste, ma pauvre dame, mais voilà, on est gouverné par des guignols. Et je voudrais m'attarder 5 minutes, même si je pense que le public de l'Institut des Libertés y est très sensibilisé, mais je voudrais m'attarder 2 minutes sur la notion de trappe à dette, c'est-à-dire que nous avons une croissance qui est très faible, en dessous de 1%. Si, encore une fois, déjà l'indicateur en lui-même peut être trompeur, parce que vous prenez par exemple, j'en sais rien, vous pouvez avoir une augmentation du PIB sans avoir une augmentation sans avoir un accroissement de richesse. Vous prenez il faudrait voir ce que faisait l'INSEE autrefois, elle calculait un PIB du secteur privé. Ouais. Parce que en fait, c'est le PIB du secteur privé qui va rembourser la dette. Oui. C'est certainement pas oui. On va pas. C'est pas celui qui dépense qui. À moins que l'État passe en surplus budgétaire, mais ça paraît pas tout de suite. Non. Donc, si vous faites le rapport PIB dette sur PIB et que vous dites le déficit budget, l'État c'est à peu près 50% du PIB en étant généreux, ben ça veut dire que la dette n'est pas à 120% du PIB, elle est à 240. Oui, des dépenses de l'État. Des dépenses de la capacité de remboursement du pays par le secteur privé. Ça joue pas. Ouais. Donc, pour revenir à la trappe à dette, vous êtes dans une trappe à dette quand les taux d'intérêt sur votre dette se mettent à se capitaliser plus vite que la richesse que vous créez. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, vous savez que vous êtes dans une période de la banqueroute est inévitable, quoi. Ouais. Et on y est. Et alors là, par exemple, nos taux, ils sont à peu près de 3,2% pour notre dette à 10 ans. Un peu moins, c'est 2,7% pour notre dette à 5 ans. Comment ça va évoluer, ça, sur aujourd'hui, si vous voulez, mois. on est... la charge de la dette doit être à 70 milliards. Ouais, un peu moins actuellement, enfin sur l'année 2023, c'est la dernière grosse référence, mais on était un peu plus de 50 milliards. Là, on devrait être entre 50 et 60 milliards, et les prévisions, encore une fois, les fameuses prévisions, c'est 72 milliards de charge de la dette en 2027. On sera bien avant. Pour une raison très simple, c'est que la dette française a ce qu'on appelle une duration de 8 ans, c'est-à-dire que la dette dure 8 ans. Elle tourne d'un 8e tous les ans, on la rembourse. Mais la dette qu'on a mis il y a 8 ans, c'était donc en 2014, 2015, 2016, 2017, les taux d'intérêt étaient à 0. Donc on va remplacer de la dette à 0 par de la dette à 3%. Au moins. Au moins, ce qui fait sur, mettons, un 8e fait à peu près 80 milliards. Attendez, 800 milliards. Attendez, 3200 milliards divisé par... ça fait 40 milliards. Ouais. 400 milliards qui arrivent, qui payaient 0, qui vont payer 3, ça fait déjà 12 milliards de plus. Ouais, tout à fait. Et puis 24 l'année d'après et 36 l'année suivante. Ouais. Donc vous savez, je ne saurais même pas savoir comment ils peuvent arriver à 75, parce que moi, si je fais mes calculs comme ça de tête, je suis à 100 en 2027. Donc, à ce moment-là, en plus... Sans imaginer une hausse des taux d'intérêt. S'ils restent là où ils sont, s'ils sont de 0 à 3. Et ça va stabiliser aux alentours de 120. 8 ans après, ça fera... Les taux d'intérêt sont en 2016... 2020, oui, ils étaient encore à 0, donc 2028. Ça stabilise aux alentours de 100, 125, à condition que les taux d'intérêt ne montent pas. Oui, c'est ça. Mais ils vont monter d'ici là. Je veux dire tout simplement parce qu'on est en faillite. Donc la prime de risque va augmenter sur la France. Mais si vous réfléchissez une seconde, il y a la moitié de cette augmentation de la dette qui va être payée par les Français, qui va bénéficier aux Français qui ont acheté des obligations.
Et l'autre moitié qui va aller au Qatar, au fonds de pension hollandais, ou tout ça qui a acheté notre dette. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 50 ou 60 milliards de plus qui vont sortir de France. Alors que la croissance, si vous me dites qu'elle est à 9%, sur 3000, ça fait 30. Donc, la dette va augmenter de 40, et la richesse en créée va augmenter de 30, c'est-à-dire que le Français de base, après paiement de la dette à l'étranger, il va se retrouver à moins 10. Oui. C'est-à-dire qu'on est certain d'avoir une baisse du revenu disponible des Français à partir de maintenant. Ouais. Et c'est dans la boîte pour les 10 ans qui viennent. Il n'y a rien qu'on peut faire. Et on discute auquel il faut ajouter la hausse des taxes. Auquel il faut la hausse des taxes. La hausse des taxes, donc on va s'appauvrir. Et ce que tu as à dire aux gens, c'est que quand vous regardez la courbe, cette courbe que vous avez montrée, la ligne bleue, vous voyez que chacun des déficits est plus bas que le précédent. À la prochaine récession, si vous faites tirer une ligne droite comme ça de la tendance des déficits en période de crise, bon, on était à 8 ou à 9, on va se retrouver à je sais pas, à 12, à 13. Il faut espérer que le système saute avant, parce que là... C'est-à-dire, voilà. Et je regarde tout ça, je me dis, mais enfin, il y a des gars intelligents au ministère des Finances à Bercy. Si moi je suis capable de le voir avec mes trois banques de données et mon système macrobond, tout le monde peut voir, tout le monde voit que les chiffres aujourd'hui des indicateurs économiques avancés sur la demande, sur le travail, sur tout, sont en train de s'effondrer. Donc, la France, l'économie française, au moment où on parle, elle est probablement en train de s'effondrer. C'est-à-dire que le déficit budgétaire, il va pas être de, je sais pas combien de... Il va être le double de ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Et le président va à Rabat avec BHL, 120 personnes. 120 personnes, avec BHL et avec M. Lang, qui vient d'être conduit à 84 ans à la tête de l'Institut arabe. 84 ans. Ouais. Il a pas assez touché, celui-là. Au passage, il faut savoir que Jack Lang, qui est un grand admirateur des démocraties et qui est un grand donneur de leçons, a tout fait pour rester à la tête de l'Institut du monde arabe alors qu'il aurait dû être mis à la porte. Et d'ailleurs, pareil pour BHL avec la chaîne, c'est quoi déjà, c'est je sais plus si c'est Arte ou je crois que c'est Paris Première, je sais plus laquelle des deux aussi. Il fait tout aussi pour rester en place. C'est que des grands démocrates dans leur quotidien, les gars. Oui, non, mais c'est-à-dire que ce que disait ce bon Raymond Boudon, qui était ce sociologue que j'aimais bien, qui était un type au poil, qui est mort malheureusement, qui disait la raison pour laquelle les intellectuels français n'aiment pas le libéralisme, c'est que dans un régime libéral, ils seraient payés à leur vraie valeur, quoi. Ouais. Il est évident que dans un système de marché, Monsieur Lang aurait été mis à la porte de l'Institut du monde arabe depuis très longtemps, quoi. Oui, bah déjà l'Institut du monde arabe. Il n'aurait pas été nommé pour commencer. Et puis on pourrait le fermer, celui-là. Tiens, je sais pas si ça existerait en fait aussi. Je vois pas très bien. Et puis c'est effectivement des grands spécialistes d'inventer des trucs pour. C'est des faux de boulot. C'est ce que je l'appelle des faux boulots. Oui, exactement. C'est comment se brancher sur les impôts. Ouais. Donc, pour en venir à ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, la situation française est, je crois honnêtement qu'on est en train de vivre un écroulement de l'économie française. Et que personne n'en parle. Ouais. Bah oui, parce que... Si, il y a Toiti qui en parle, tiens, il en parle pas mal. Oui, Toiti, il est pas mal, j'aime bien Toiti. Oui. Et il dit la même chose que moi, il dit, écoutez, quand vous regardez les chiffres, vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête, quoi. Ouais. Oui, il n'y a pas un indicateur qui est bon, quoi. Non, rien. Cela dit, c'est cohérent, mais... Vous savez que le chômage va exploser, vous savez qu'il va y avoir une augmentation des faillites des PME, que ça a déjà bien commencé, qu'elle était un peu historique. Vous savez que le système de police ne marche plus. À Marseille, les gens se tuent dans la rue, dans toutes les villes de France. Enfin... Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État est impliqué qui n'est pas en train de s'effondrer. À part le service des impôts. J'ai vu qu'au Parlement, ils avaient décidé d'embaucher, je vous dis pas de bêtises, mais je crois 5000 nouveaux contrôleurs des impôts, vous savez. Ah bah, voilà qui était bien urgent. Voilà qui était urgent, puis qui donnent les poils aux pattes des gens qui créent de la valeur, parce qu'ils vont se dire...
Je vais pas en avoir un sur le dos, mais je vais en avoir deux, quoi. Ouais, super. Je suis rassuré alors. Il crée des emplois. Oui, il crée des emplois, oui. Mais pareil, on a employé 60 000 fonctionnaires de plus en 2023, il n'y a pas de problème d'emploi. Tant que c'est avec l'administration et avec l'argent des Français, y compris celui qui gagne pas, puisque c'est aussi financé par la dette. Oui, c'est extraordinaire. On emprunte de l'argent à des gens qui nous coûtent pour payer des gars qui font rien, et on s'attend à ce que la dette soit remboursée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le droit français et dans tous les droits du monde, il y a une responsabilité du prêteur. Quelqu'un qui prête à quelqu'un dont il sait qu'il ne pourra pas rembourser, sa responsabilité est engagée. Donc que ces gars-là qui nous prêtent ne s'imaginent pas une seconde qu'un gouvernement, qui serait un gouvernement qui aura à cœur les intérêts de la France, les remboursera. Il est parfaitement habilité à dire, vous avez qu'à faire regarder ce qu'on disait. On vous disait qu'ils ne pouvaient pas. Donc je veux dire par là, c'est que ceux qui nous prêtent en ce moment devraient se rendre compte qu'ils risquent de jamais revoir leur pognon, quoi. Et alors justement, comment on compterait les rembourser, ces gens-là? Parce que... j'en sais foutre rien, mais on peut pas. On peut pas. Ou alors il faut les rembourser en monnaie de singe, c'est-à-dire qu'il faut dévaluer la monnaie de 90% et les rembourser avec des petits bouts de papier, quoi. Là, voilà. Vous avez emprunté... Il faut savoir que la dette de la France n'est pas en euros. La dette de la France est dans la monnaie qui accourt dans l'État souverain français. Donc, si on sort, ça s'appelle la lex monetae, si on sort de l'euro, la dette de la France sera ipso facto dans la nouvelle monnaie. D'accord. Et donc, on pourra la rembourser. C'est ce qu'on fera, d'ailleurs. On la remboursera à 10% de sa valeur, et puis... Oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qu'on fera. Oui, parce que de toute façon, en euros, c'est impossible. Sur $, mais on peut pas la rembourser en euros. C'est impossible. C'est impossible. Bon, voilà pour c'est pas qu'on soit gay, mais encore une fois, on est à la veille de l'écroulement du mur de la social-démocratie qui a remplacé le mur de Berlin avec Madame von der Leyen dans le rôle de Brejnev, quoi. Donc ça va s'écrouler pour les mêmes raisons. Oui, mais bon, il faut pas en pleurer, c'est simplement qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir, qui l'exercent à leur profit, qui n'ont aucune idée. Et donc la seule façon de se débarrasser de ces gens-là, c'est qu'on rende la parole au peuple. Oui, tout à fait. C'est vraiment, il y a, comment dire, certains politiciens ou journalistes se posent la question de toutes les mesures qu'il faudrait faire. En vérité, parfois il y a ce genre de mesures, c'est une mesure pour les gouverner toutes finalement. Par exemple, en redonnant la parole au peuple, je pense que beaucoup de choses seraient réglées très facilement. Donc ça, c'est une mesure à prendre, c'est une réforme constitutionnelle à faire. Vous la faites, vous allez régler énormément de problèmes, il n'y a pas besoin de plancher sur 4000 trucs à faire. Et éventuellement aussi, si vous faites un shutdown du monde politique, si on n'a pas un budget positif quand on vote le projet de loi de finances, aussi ce serait peut-être une bonne chose. C'est ce que dit Warren Buffett, il dit, vous savez, pour régler le déficit budgétaire, vous cessez de payer tous les hommes politiques et tous les fonctionnaires de responsabilité. Voilà. Tant qu'on n'est pas revenu à l'équilibre, ils ne touchent pas un rond. Vous avez pas un budget à l'équilibre, vous n'êtes pas payé. Il n'y a pas de raison. Voilà, tout simplement. Vous ne savez pas gérer l'argent des Français, l'argent du pays, vous ne savez pas être payé. Voilà. Vous êtes payé pour. Donc si vous ne savez pas le faire, c'est que vous n'avez pas être payé. Et toutes les retraites des gars de la politique, ils ont touché ou ils ont 10 ou 12 retraites, là, comme M. Hollande, on ne les paye pas tant qu'on n'est pas revenu à l'équilibre. Ouais. Et déjà, même de manière normale, il devrait choisir une retraite. Il devrait avoir le droit à une retraite. Voilà. Vous choisissez la meilleure. Ou celle qui vous honore le plus. Celle qui vous honore le plus, votre retraite de général pour certains. Voilà, c'est celle que vous préférez, mais vous en prenez une. Voilà. Sinon, après, on multiplie les postes et on a 14 retraites à la fin. C'est trop facile. Et on vit très très bien. Et on comprend pas pourquoi les Français sont dans la rue, mais que veulent-ils, ma foi? Enfin bon. Voilà. Donc voilà, déjà 2 mesures, on a évoqué 2 mesures, et je pense que rien qu'avec ça, en même pas 5 ans, on remet le pays sur la voie. Ah bah évidemment. Donc je vous remercie bien sûr pour votre attention. Ne pleurez pas non plus. Non, c'est encore une fois, on va en prendre plein la gueule, mais on va redevenir libre. Et donc, on va recommencer à se marrer, parce que moi, ce qui m'a toujours sidéré dans ce pays, et je le redis encore une fois, si vous voulez, quand je suis parti en 81,
La France était un pays gai, on déconnait, on se marrait, on faisait des bêtises. Enfin, c'était gai et gentil. Et aujourd'hui, quand je suis revenu il y a 7-8 ans, je suis retombé sur un pays qui était triste et méchant. Oui. J'en suis resté absolument comme des ronds de flancés. Ils ont réussi à rendre l'un des peuples les plus gais de la Terre sinistre. Ouais. Donc on va redevenir pauvre et heureux. Oui. Je suis tombé sur une citation d'un acteur que j'apprécie beaucoup, Michael Caine, qui avait joué plein de rôles, mais y compris peut-être pour les plus jeunes, ils verront, c'est le rôle de Alfred dans la trilogie Batman. Alors c'est un Anglais qui était totalement pro-Brexit. Et il a une citation que j'aime beaucoup. Il dit: je préfère être un maître pauvre qu'un servant riche. Voilà, et ben c'est exactement ça. On préfère être des maîtres pauvres que des servants riches. L'état de bête domestique implique l'existence du boucher. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et puis de toute façon, maintenant, on ne va même pas se poser la problématique d'être un servant pauvre ou un servant riche ou un maître pauvre, puisque de toute façon, on va devenir des servants pauvres. Donc au moins, autant quitte à être pauvre, autant être libre. Voilà, tant qu'à faire. Donc je vous remercie bien sûr pour votre attention. Je précise encore une fois, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on aurait dû. Cessez de vous faire avoir, c'est bien sûr disponible dans les librairies, c'est numéro 1 sur Amazon au moment où on en parle. Première fois j'écris quelque chose qui est numéro 1 sur Amazon. Voilà. J'avais été numéro 1 en économie, mais jamais été sur l'ensemble des livres. Ouais, voilà, donc c'était... Ça prouve que plus personne ne lit en France. Cela dit, vous voyez le top 3, il est plutôt à droite le top 3, parce que il y a vous, il y a Bardella et puis il y a Philippe de Villiers. Et la semaine dernière, au début, vous étiez plutôt 3e, et puis vous êtes remonté au fil du temps, là, ce week-end. Et en début de semaine, ça commence direct top 1. Donc, déjà bravo à vous. Et puis, encore une fois, je mets toujours le lien dans la description, le lien sur des éditions Pierre de Taillac sur Amazon. Et puis ensuite, vous pouvez éventuellement le commander en librairie. Voilà. Et l'Université de l'Épargne, bien entendu. Et voilà, tout à fait. Donc, je vous remercie encore une fois pour une 3e fois. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Après le résultat des élections américaines. Voilà. Où on fera une réunion